Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission dans laquelle je vais te proposer une introduction à la théorie des nœuds. Cette émission, je la dédie à mon professeur de master, Vladimir Verchinin, avec lequel j'avais eu la chance de réaliser un mémoire sur la théorie des nœuds, justement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à te dire que je pense être honnête en disant qu'un bon lycéen peut suivre l'intégralité de mon exposé avec intérêt. Je vais faire de vraies mathématiques, mais ce sont des mathématiques que je suis en mesure d'illustrer avec bon nombre de dessins, ce qui devrait te permettre de suivre l'émission de bout en bout. Du coup, si tu souhaites passer un bon moment à écouter une belle histoire avec une tasse de thé, eh bien je pense que tu peux t'installer en toute sérénité. Pour un confort maximal, je vais t'annoncer les 5 parties selon lesquelles cette émission peut être décomposée. Dans la première, je vais te présenter ce que les mathématiciens considèrent comme étant un nœud. C'est un mot qui appartient au langage courant et qui évoque quelque chose de relativement simple. Et pourtant, les modélisations qu'on va en faire, qui vont être illustrées et expliquées, elles vont engendrer un bon nombre de difficultés. Difficultés qui seront partiellement réglées par les travaux de Reidemeister. Suite à quoi, je présenterai 2 développements très largement indépendants. Dans le premier, je vais parler des perspectives algorithmiques qu'offrent les travaux de Reidemeister. Et dans le deuxième, je présenterai un joli petit objet mathématique qu'on appelle crochet de Kauffmann et qu'on va trafiquer un peu par la suite de manière à obtenir un invariant de nœud qu'on appelle le polynôme de Jones. Dans cette émission, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la problématique suivante. Est-il possible de distinguer aisément 2 nœuds ? Avant de définir précisément les objets dont je parle, je vais te présenter plusieurs illustrations. Voici les représentations de 6 nœuds. En les observant d'assez près, tu pourras sans doute repérer que certains se ressemblent. Par exemple, ces 2 nœuds, que tu vois ici et là, ce sont des représentations du même nœud, qui s'appelle le nœud trivial, parce qu'en réalité, il n'est pas vraiment noué. Tu auras sans doute aussi repéré que ces nœuds, ici et là, sont différents des autres, parce que ceux-là, ils sont en 2 morceaux. En réalité, ce ne sont pas des nœuds, ce sont des entrelacs, et nous en parlerons un peu plus tard. Et enfin, il nous reste 2 nœuds, que je vais nommer. Celui de gauche, qu'on appelle nœud de trèfle, et celui de droite, qu'on appelle nœud de 8. À partir de ces simples dessins, on peut déjà s'interroger. Qu'est-ce qu'on entend par la phrase « ces nœuds sont les mêmes » ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un nœud ? La première approche, qui est la plus intuitive, concerne les nœuds du quotidien. Voici ce que les amateurs d'escalade auront reconnu comme étant un nœud de 8. Pour les mathématiciens, c'est pas exactement ça, mais on y est presque. Parce qu'en joignant les 2 extrémités de cette corde, ici et là, on serait au plus proche de ce que les mathématiciens appellent un nœud de 8, que nous avons déjà représenté plus haut, d'ailleurs. Et justement, pourquoi parle-t-on de nœud de 8 alors que les dessins que j'ai réalisés ne sont pas exactement les mêmes ? Eh bien, c'est l'essence même de la théorie des nœuds. On souhaite considérer les nœuds à déformation près. On va se laisser la possibilité de jouer un peu avec la corde. Et c'est ce que je vais écrire ici. Je vais dire que tout nœud obtenu de celui-ci en déformant cette corde, qu'on considère comme étant fine et élastique, serait considéré comme étant aussi un nœud de 8. Et donc, si on dispose d'un nœud concrètement avec une corde, et qu'on souhaite savoir si c'est un nœud de 8, eh bien il s'agirait de jouer avec cette corde, de la déformer par endroits, de faire passer un brin de corde au-dessus d'un autre, etc., sans couper ni recoller, de manière à essayer d'obtenir le nœud de 8 tel qu'on le reconnaît sur l'un des dessins. Et donc, on comprend qu'on peut répondre à la problématique dans ce cadre, que c'est tout à fait envisageable, mais que ce n'est pas l'affaire des mathématiciens. De notre côté, on va plutôt chercher à modéliser ces objets de manière à pouvoir les manipuler avec des nombres, ou encore avec des polynômes ou des matrices. On souhaite faire intervenir des concepts mathématiques. Le temps est donc venu d'envisager une deuxième approche, qui va être une version analytique. Et Marcel, toujours présent, va nous recommander d'essayer de coller au plus près à la première approche. C'est ce qui paraît raisonnable, du moins, dans un premier temps. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer un brin de corde dénoué, un simple cercle de corde. Mathématiquement,
ce que j'ai dessiné, c'est la représentation géométrique dans le plan d'un ensemble que je vais noter S1, qui est l'ensemble des points du plan dont la somme des carrés des coordonnées vaut 1. En bref, c'est l'équation cartésienne d'un cercle centré en l'origine et de rayon 1, tout simplement. Ce qu'on va faire, à présent, c'est qu'on va définir un nœud comme étant l'image de toute application f qui est à la fois continue et injective de S1 dans R3. Ces hypothèses, je vais faire en sorte que tu puisses te les représenter. Ce qu'on cherche à accomplir avec notre fonction f, dans l'idée, c'est de nouer cette corde. Et donc naturellement, il est assez bon d'exiger que la fonction f soit continue, parce que sinon, la corde, elle pourrait être brisée, et on ne disposerait plus d'un nœud. À ce propos, je te fais d'ailleurs remarquer que ce que j'ai représenté, à cet endroit-là, ce n'est pas une corde brisée, justement. Ce que j'ai voulu dessiner, avec ces lignes qui s'interrompent par endroits, c'est que la corde passe tantôt au-dessus et en dessous. Et quand un brin de corde est celui du dessous, eh bien je cesse brièvement de le représenter pour mettre en valeur celui qui passe au-dessus. Voilà qui règle cette hypothèse de continuité. On ne veut pas que le nœud se retrouve en 1000 morceaux. Et qu'en est-il de cette affaire d'injectivité ? Eh bien sans elle, sans injectivité, il existerait deux points du cercle, c'est-à-dire de l'ensemble départ, qui s'enverraient sur un même point de l'espace, dans l'ensemble d'arrivée. Et par conséquent, la corde pourrait être attachée à elle-même par endroits. Et ça, on ne le souhaite pas. Tout simplement parce que ça ne correspond pas à la manière dont on se représente de manière intuitive un nœud. C'est à ce moment précis que les choses vont se compliquer temporairement. Parce que après avoir modélisé un nœud, il va falloir qu'on modélise mathématiquement la possibilité de déformer un nœud en un autre nœud. Mathématiquement, on a donc deux cercles, les espaces de départ. Et on a aussi nos deux applications continues et injectives, F et G, qui ont respectivement donné naissance à deux nœuds. Et on s'interroge, de notre côté, sur la possibilité de déformer un nœud en l'autre. Une notion mathématique qui va être appropriée pour décrire cette potentielle déformation, c'est la notion d'isotopie ambiante. On va dire que ces nœuds sont issus l'un de l'autre par isotopie ambiante, ou plus simplement sont isotopes, s'il existe une application continue H qui va de l'espace croît un intervalle de temps dans l'espace, tel que trois conditions soient vérifiées. La première, c'est qu'à chaque instant t, on dispose d'un homéomorphisme de R3 sur R3, c'est-à-dire d'une application bijective de R3 dans R3, continue, dont la bijection réciproque est aussi continue. À ce stade, ne t'inquiète pas, l'explication arrive bientôt. La deuxième condition, c'est que l'application H0, qui désigne le premier homéomorphisme, en reprenant la notation introduite juste au-dessus, soit l'identité de R3. Et enfin, la troisième condition, c'est que si je compose H1, le dernier homéomorphisme, avec l'application F qui nous a servi à définir le premier nœud, eh bien j'obtiens l'application G qui nous sert à définir le deuxième nœud. C'est une notion relativement complexe, et donc on va prendre le temps d'éclaircir un peu tout ça. Ce que je t'invite à faire, c'est d'imaginer une isotopie ambiante comme une distorsion continue de l'espace. Le mot continu qu'il y a ici, il fait référence à la continuité de l'application H, juste là. Et cette déformation continue de l'espace, donc, elle va être réalisée dans un intervalle de temps, qui a un début et une fin. Au début, l'espace n'est pas déformé, et c'est justement ce que signifie la deuxième condition, qui nous dit que H0, c'est l'identité de R3. Et à la fin de cet intervalle de temps, eh bien si une telle isotopie existe, on disposerait de cette égalité, qui nous dit qu'à la fin de la déformation, le premier nœud serait complètement déformé en le deuxième nœud. Voilà le rôle que joue la troisième condition dans la définition d'une isotopie ambiante. Et enfin, la première condition, eh bien je vais dire que moralement, elle permet de faire en sorte que le nœud se déforme correctement au fil du temps. Et en particulier, elle permet de faire en sorte que le nœud reste un nœud à tout moment de la déformation de l'espace. Comme tu le vois, au-delà de l'aspect technique, on a vraiment essayé de coller au plus près à la première approche des nœuds, l'approche intuitive avec les cordes. Et c'est plutôt réussi, mais ça nous a coûté relativement cher.
j'ai été obligé d'introduire des notions mathématiques complexes, à tel point que la notion d'isotopie ambiante, c'est peut-être la notion la plus complexe dont tu vas entendre parler dans cette émission. Je prends le temps de te rassurer, parce que j'ai aucune intention de manipuler cette notion-là d'isotopie ambiante dans ses aspects techniques. Avant de remplacer l'isotopie ambiante par un concept bien plus manipulable, je vais répondre à une question assez étrange de Marcel. Tout cela est bien beau, nous dit-il, mais pourquoi avoir souhaité déformer l'espace tout entier ? Parce que c'est bien ce que nous avons fait, et c'est à ça que se réfère le mot isotopie ambiante. La question qu'on se pose, c'est pourquoi avoir souhaité déformer l'espace tout entier, de manière continue, plutôt que le nœud seul. Parce que ce qu'on peut se dire, dans un premier temps, c'est qu'on aurait peut-être récupéré une modélisation plus simple. Mais en réalité, cette modélisation, elle serait même trop simple. Elle ne correspondrait plus à la réalité. Parce que ce que je pourrais faire, c'est de déformer continuellement l'application f qui permet de définir un nœud comme ceci. À t égale 0, je laisse le nœud intact. Je reprends donc le même concept que dans l'isotopie ambiante. Je touche à rien, c'est l'identité. Et puis, progressivement, je serre le nœud. Par exemple, à t égale 1,5, la boucle qui contient la partie nouée du nœud a rétréci. Et puis je finis par serrer tellement fort qu'à t égale 1, il ne reste plus rien. Et donc c'est un petit tour de magie que tu as déjà dû voir quand tu étais enfant. Le magicien fait un nœud avec une corde, il souffle sur le nœud et paf, il disparaît. Mathématiquement, que s'est-il passé ? Eh bien la réponse, c'est que dans l'idée, déformer l'espace dans l'isotopie ambiante, ça nous permet de prendre en compte l'air qu'il y a entre les brins, autour de la corde. Ça permet d'éviter que tout nœud finisse par se dénouer quand on le serre assez fort. Je vais le reformuler à nouveau. L'idée, c'est que si je déforme l'application F qui permet de définir le nœud sans tenir compte de l'espace qu'il y a autour de la corde, eh bien à la toute fin, j'arrive à faire en sorte que la partie nouée de la corde finisse par fusionner en un seul point. Et ça sans avoir enfreint aucune règle, et en particulier de manière tout à fait continue. Voilà qui permet de justifier, avec une illustration assez amusante, le recours à cette notion délicate d'isotopie ambiante. Quant à notre problématique, qui consiste à savoir distinguer les nœuds, eh bien on va dire qu'y répondre dans ce deuxième cadre relève assurément des mathématiques. Et plus précisément, ça relève du domaine de l'analyse, parce qu'il s'agit de décrire les nœuds par des équations, avec des fonctions. Par exemple, si je veux décrire le nœud trivial, c'est-à-dire cette corde qui n'est pas nouée, dans le premier cadre, eh bien je pourrais dire que c'est l'image de l'application F, qui va de S1 dans R3, et qui à un point XY du plan, associe le triplet X, Y, 0, par exemple. J'ai mis un 0 comme dernière coordonnée, mais j'aurais vraiment pu mettre n'importe quoi. Ça correspond juste à prendre un cercle dans le plan et à le coller tel quel dans l'espace. Et c'est le moment que choisit Marcel, perspicace, pour me demander si je serais en mesure de te donner une équation d'un petit nœud de trèfle pour la route. Et la réponse, c'est non. Parce que t'imagines bien, décrire un cercle dans l'espace, il n'y a pas de problème. Je peux facilement récupérer une équation, d'autant plus si l'ensemble de départ c'est S1, qui est déjà un cercle. Mais si je veux commencer à produire des applications F pour décrire tel ou tel nœud, avec des croisements par-dessus, par-dessous, etc., je vais m'arracher les cheveux pour récupérer une équation. Et je ne te parle même pas de la possibilité de le déformer par la suite, c'est-à-dire de produire une isotopie ambiante. Je vais donc te proposer une troisième et dernière approche, un dernier modèle pour manipuler les nœuds. Et ce sera une approche combinatoire. Marcel, qui souhaite se faire pardonner, après sa question relativement impertinente, nous recommande de manipuler des objets qui sont un peu plus pratiques. Et c'est là une démarche très classique des mathématiciens. Si un objet est trop complexe à manipuler, eh bien ils pourront se consacrer à l'étude d'exemples ou encore produire un cadre dans lequel il est plus simple de manipuler cet objet. Et c'est ce que nous allons faire ici. On va considérer, à nouveau, un nœud de trèfle. Et plutôt que de le voir comme ceci, c'est-à-dire comme une courbe dans l'espace relativement lisse, eh bien nous allons rendre certaines portions de cette corde rectilignes, pour obtenir ce qu'on appelle un nœud polygonal. Il va donc s'agir de manipuler un nombre fini de segments attachés les uns aux autres dans l'espace. Et disposer d'un nombre fini d'objets très simples, voilà ce qu'on peut qualifier raisonnablement de pratique.
On va donc dire qu'un nœud, dans ce troisième cadre, c'est une courbe polygonale fermée simple dans l'espace. Et le mot simple, ça veut dire qu'elle ne s'auto-intersecte pas, comme tout à l'heure avec la corde. On avait utilisé la notion d'injectivité. Et quand pourrait-on dire que deux nœuds polygonaux sont les mêmes? Ou encore, pour ramener sur le tapis une dénomination effrayante, quand pourrait-on dire que deux nœuds polygonaux sont issus l'un de l'autre par une isotopie ambiante? Ou plus simplement, qu'ils sont isotopes? Eh bien, voici comment nous allons procéder. Nous allons prendre un nœud polygonal et choisir une portion d'un de ses segments. Et ce qu'on va appeler isotopie élémentaire, ça va être la substitution de deux segments, comme ça, à la place de cette portion. Le tout tant que ces deux segments qu'on a rajoutés n'intersectent pas le reste du nœud. De la même manière, si on repère une portion pointue, telle qu'on vient de la faire apparaître, eh bien on se permettra de tendre la corde à cet endroit pour n'y placer qu'un seul segment. Cela, aussi, dans le sens inverse, c'est ce qu'on appelle une isotopie élémentaire. C'est une des transformations de base qu'on peut réaliser sur des nœuds polygonaux. Et donc, pour en revenir à cette affaire de déformation, qui va là aussi s'appeler isotopie ambiante, eh bien on va dire que deux nœuds sont isotopes s'il est possible d'obtenir l'un de l'autre par un nombre fini d'isotopies élémentaires. Et on va écrire que répondre à la problématique dans ce troisième cadre, eh bien ça relève de la combinatoire. Et à quelques exceptions près, dont je parlerai très bientôt, ça revient exactement au même que de répondre à la problématique dans le deuxième cadre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la relation de déformation qu'on a mise en place sur les nœuds polygonaux, elle s'appelle là aussi isotopie ambiante. Là où j'aurais pu l'appeler dans un premier temps isotopie polygonale, par exemple. Pour qu'on soit bien d'accord sur ce qui vient d'être dit, je vais te faire un petit schéma récapitulatif, dans lequel je vais rassembler les trois approches que j'ai présentées jusqu'à maintenant. La question que je peux me poser, par exemple, c'est celle qui consiste à déterminer si le nœud de trèfle et le nœud de 8 sont les mêmes. Dans le premier cadre, il s'agit de prendre une corde dans les mains et de jouer avec. Ce n'est pas une problématique, ce n'est pas une manière de faire qui nous intéresse. Parce que pour les mathématiciens, il s'agit plutôt de s'interroger quant à l'existence d'une isotopie ambiante, celle du deuxième cadre, qui permettrait de passer d'un nœud à l'autre. Et puisqu'on a expliqué qu'il était délicat de répondre à cette question dans ce deuxième cadre analytique, eh bien nous pouvons produire des versions polygonales de ces nœuds, du nœud de trèfle et du nœud de 8. Et la question qu'on se pose dans ce troisième cadre, c'est à nouveau celle de l'existence d'une isotopie ambiante, avec ce même terme, isotopie ambiante. Et la raison pour laquelle j'ai choisi le même terme, c'est que la réponse est soit oui aux deux questions, ou alors c'est non aux deux questions. Ce que je viens de dire ici, c'est presque tout le temps vrai. Parce qu'en réalité, il y a quelques exceptions que je vais te montrer, et desquelles on va se désintéresser par la suite, en réalité. Mais comme ces exceptions me donnent l'occasion de faire de très beaux dessins et de te raconter de belles histoires, eh bien j'ai choisi de te présenter deux exceptions, qu'on appelle des nœuds sauvages. Pour la dernière fois, promis, nous allons nous replacer dans le cadre analytique. Rappelle-toi, dans ce cadre, un nœud, c'est défini comme l'image d'une application F qui est à la fois continue et injective de S1 dans R3. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir d'une première moitié du cercle, S1, pour tracer la portion la plus simple d'un nœud, que je vais construire au fur et à mesure. Comme tu le vois, j'ai à peine déformé cette première portion. Par la suite, je vais me servir d'un quart du cercle pour faire un petit nœud de trèfle. Et puis, je vais me servir d'un huitième de cercle pour faire encore à nouveau un nœud de trèfle, un peu plus petit. Et puis me servir d'un 16e pour faire encore un nœud, et puis d'un 32e, et d'un 64e, etc. Le etc. que je viens de dire là, en réalité, il est légitime, parce que je vais bien finir par donner une image à chaque point du cercle. On est à deux doigts du paradoxe d'Achille et la tortue, mais la tortue, elle sait très bien que même si on découpe un intervalle de temps fini en une infinité d'intervalles de temps de plus en plus petits, Achille va bien finir par la rattraper. Et donc, à partir de là, comme le cercle est d'un seul tenant, on appelle ça connexe, et que f est une fonction continue, eh bien son image est aussi connexe, d'un seul tenant. Et donc, à cet endroit, où j'ai mis des petits points de suspension, la courbe va bel et bien finir par se fermer. Et le point
en lequel elle va se fermer, on appelle ça un point sauvage, une sauvagerie. Parce que ce nœud-là, tu te doutes bien qu'on va avoir du mal à le manipuler. Et en plus, tu le sens peut-être venir, en ce point sauvage, il va se passer des choses très étranges, comme à chaque fois qu'on essaye de considérer des quantités infinies sans prendre de précautions. Et justement, des précautions, on en a déjà assez pris comme ça, et on va éviter ce genre de phénomène. On va donc écrire que le nœud obtenu est appelé nœud sauvage. Pour en donner une définition formelle, nous dirons que c'est un nœud qui n'est pas isotope à un nœud polygonal. Et l'isotopie dont je te parle, c'est la fameuse déformation continue de l'espace de tout à l'heure. Et c'est justement cette manipulation qu'il me serait impossible de faire sur le schéma récapitulatif, avec un nœud sauvage. Je ne pourrais pas passer d'un nœud sauvage à un nœud polygonal. Et sur l'exemple qu'on vient de dessiner, on comprend très bien pourquoi. C'est parce qu'un nœud polygonal, ça comporte un nombre fini de segments. Et là, on comprend très vite qu'il va être impossible de se ramener à ce cas-là. Et ce qu'on va écrire, comme on l'a dit, c'est que la problématique, qui consiste à distinguer les nœuds, est déjà bien assez complexe. Et donc, nous allons choisir d'exclure les nœuds sauvages de notre étude. Je vais quand même prendre le temps d'en dessiner un petit dernier, ou du moins une portion d'un petit dernier, pour la beauté de la chose. Si je continuais comme ça, dans une construction fractale, eh bien la courbe finirait bel et bien par se fermer. Mais déjà, il faudrait attendre très longtemps. Et en plus, contrairement à l'exemple du dessus, il n'y aurait pas un point sauvage, mais il y aurait une infinité de points sauvages qui constitueraient un ensemble de cantors. À ce stade, on a tout ce qu'il nous faut pour entamer la deuxième grande partie de cette émission, qui concerne les travaux de Reidemeister. Pour situer la chose chronologiquement, on se trouve dans les années 1920. Le point de départ de ces travaux, c'est l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Et cela même après avoir exclu les nœuds sauvages de notre étude. Parce qu'en effet, les deux modèles mathématiques qui ont été présentés, le modèle analytique et le modèle combinatoire, eh bien, ils ne permettent pas de visualiser les nœuds ou de les manipuler de manière pratique sans recourir à un dessin. Et l'enfant, qui ne s'en laisse pas compter, se dira sans doute qu'avec des dessins, tout fonctionne très bien. Et puisqu'il est malin, il me fera peut-être même sans doute remarquer que depuis tout à l'heure, sur mon tableau, je n'ai jamais fait que des dessins. En profitant de cette remarque enthousiasmante, par sa pertinence, eh bien nous allons choisir un nœud, celui-ci, et tenter de le manipuler, avec des dessins. En observant ce nœud, on se rend compte qu'on a bon nombre de possibilités pour le manipuler. Je vais te proposer dans un premier temps de regarder ici, et de tirer un peu vers le bas la portion de corde qui est au-dessus, comme ceci. À partir de là, dans la portion que j'ai entourée, tu remarqueras qu'il y a un brin de corde, à droite, qui se trouve au-dessus de deux autres brins qui forment un croisement. La portion qui est au-dessus, on va la prendre et on va la tirer un peu vers la gauche, de manière à ce que le croisement se retrouve à sa droite. Maintenant, et comme tout à l'heure, on va tirer un peu vers la gauche la portion de corde qui est au-dessus, ce qui fait apparaître une petite boucle. Cette boucle, nous allons immédiatement la désentortiller. Tu peux imaginer qu'on tire un peu sur la corde de manière à la tendre. Et enfin, je vais prendre le brin qui est au-dessus et le tirer un peu vers la droite. Et ce nœud que je viens d'obtenir, je peux à nouveau le déformer par isotopie ambiante, j'emploie le mot pour le petit frisson, cela afin d'obtenir un magnifique nœud trivial. Comme tu peux le voir, dans cette suite de dessins, on est bien loin de la complexité de ces homéomorphismes et de ces isotopies. On a seulement réalisé de toutes petites manipulations que je vais prendre l'initiative de répertorier, parce qu'en réalité, il y en a très peu. En effet, sur ces dessins, seuls 4 mouvements différents ont été réalisés. Le premier mouvement, qu'on va appeler oméga 1, c'est l'apparition ou la disparition d'une petite boucle. Ce mouvement-là, tu auras pu l'observer ici. Le deuxième mouvement, qu'on appelle oméga 2, c'est le glissement d'un brin par-dessus un autre. Ce mouvement, en réalité, on l'a déjà utilisé à 3 reprises. Ici, ici et ici. Et le troisième mouvement, qu'on note oméga 3, c'est le glissement d'un brin par-dessus un croisement. Et c'est le mouvement qu'on a utilisé en deuxième. Et enfin, le dernier mouvement, que je note oméga 0,
c'est une isotopie plane, c'est-à-dire une déformation continue du plan, cette fois, et pas de l'espace. Cette notion délicate d'isotopie, eh bien cette fois, je dispose d'un moyen de te la faire visualiser sur l'exemple. Parce que cette fois, on est dans le plan, et non pas dans l'espace. Et donc, je peux faire des dessins. Je t'invite à imaginer que le plan, c'est mon tableau. Et on va dire qu'en dehors de ce cercle, tous les points vont être laissés fixes par la déformation qu'on appelle isotopie, et même pour le bord du cercle. À présent, place tes deux mains à l'intérieur du disque, et appuie légèrement tes mains sur cette surface, que tu peux imaginer comme la peau d'un ballon de baudruche, par exemple. Fais glisser ta main droite légèrement vers le haut, et ta main gauche légèrement vers le bas. Eh bien, avec ton mouvement, tu viens de produire une isotopie plane. Si tu avais tracé un trait horizontal sur le diamètre du disque, comme ici, eh bien au début tu n'as pas bougé, ce qui correspond à l'application identité de tout à l'heure. Et à la fin de ton mouvement, c'est-à-dire à la fin de ta déformation continue, c'est-à-dire pour t égale 1, ton trait horizontal, il serait devenu celui-là. Voilà pour la représentation sensorielle de ce qu'est une isotopie dans le plan. Alors que fait-on de ces 4 mouvements ? Eh bien, c'est à partir de ces 4 mouvements que je vais te présenter le théorème principal autour duquel s'articule toute cette émission, ainsi que la théorie des nœuds en général. Ce théorème, c'est un résultat qu'a publié Reidemeister en 1927. Et ce gentilhomme, je le fais apparaître à l'écran, ici. Ce théorème, il nous dit que 2 nœuds sont issus l'un de l'autre par isotopie ambiante, cette notion complexe du cadre analytique, si et seulement si, il est possible de transformer un diagramme qui représente l'un de ces nœuds en un diagramme qui représente l'autre nœud au moyen d'un nombre fini de mouvements oméga 1, oméga 2, oméga 3 et oméga 0. Et c'est donc un résultat très puissant, parce qu'il rejoint l'idée qui a été évoquée tout à l'heure. À partir de maintenant, de ce théorème, il n'est plus nécessaire de raisonner dans l'espace, et il devient possible de raisonner dans le plan, sur des dessins, ou sur des diagrammes de nœuds, pour leur donner leur nom savant. Et justement, à ce propos, dans la suite de l'émission, tu m'entendras souvent parler de nœuds, là où en toute rigueur, je devrais parler de diagrammes de nœuds. C'est un abus de langage que je vais éviter quand ce sera nécessaire, mais cet abus de langage traduit vraiment l'idée que pour nous, désormais, les nœuds, ça se passe dans le plan. Et en fait, c'en est toute cette deuxième partie. Parce que ce théorème, il me semble bien mériter sa partie à lui tout seul. À partir de ce théorème, comme je te l'ai annoncé dans l'introduction, je vais te proposer 2 développements relativement indépendants. Le premier, relativement court, va concerner les perspectives algorithmiques, et le deuxième, plus long, nous emmènera du crochet de Kauffmann jusqu'au polynôme de Jones. On va donc se lancer dans le premier développement, qui est celui des perspectives algorithmiques. En résumé, depuis le début de l'exposé, nous avons transformé le problème d'isotopie dans l'espace en un problème de mouvement élémentaire dans le plan. Et puisqu'il s'agit de mouvements élémentaires, simples, il est raisonnable de penser que nous pouvons les numériser, c'est-à-dire les traduire en termes de nombres. La première question qu'on peut se poser, avant de faire des mouvements, c'est celle de la manière dont l'ordinateur va pouvoir reconnaître un nœud. En réalité, il y a bon nombre de manières de faire, et je vais t'en présenter une sur un exemple. J'ai représenté ici un nœud de trèfle que j'ai orienté, et sur lequel j'ai choisi un point d'origine, en jaune. À partir de ce point, si on parcourt la corde dans le sens indiqué par l'orientation, eh bien on rencontre 3 croisements, que je vais numéroter dans l'ordre où on les rencontre. Le premier croisement que je rencontre, c'est le croisement numéro 1, et j'y rencontre un croisement que je peux symboliser comme ceci. En suivant mon chemin, je rencontre le croisement numéro 2, et j'y observe, en faisant pivoter le croisement pour le mettre dans le bon sens, dirons-nous, ce croisement-là. Et je peux continuer comme ça, ainsi de suite, à numéroter les croisements rencontrés, accompagnés des dessins des croisements correspondants, jusqu'à me retrouver, à nouveau, au point que j'ai choisi comme origine. À ce stade, on a fait la moitié du travail de numérisation. Il ne nous reste plus qu'à régler cette histoire de croisement, que l'ordinateur ne va pas être capable de digérer en l'état. Et pour faire ça, il nous suffit de réaliser que seuls 2 types de croisements sont possibles une fois qu'on a un peu tourné la tête. On voit apparaître ce croisement, qu'on qualifiera de négatif, et ce croisement, qu'on qualifiera de positif. Et cela,
ça va nous permettre de terminer cette numérisation. On va donc reprendre notre parcours du nœud depuis l'origine. En premier, je rencontre le croisement numéro 1. Je suis alors en train de parcourir le brin du dessus d'un croisement qu'on vient de qualifier de négatif. Puis, je rencontre le croisement numéro 2. Je parcours alors le brin du dessous d'un croisement qui est à nouveau négatif. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir fait le tour du nœud. Tu auras peut-être remarqué que cette manière de coder dépend d'un certain nombre de choix. Le premier choix, c'est celui de l'orientation. En réalité, ce changement n'est pas très important, dans la mesure où si on change le sens des flèches, un croisement positif reste positif et un croisement négatif reste négatif. Pour constater ça, il suffit de mettre la tête en bas et de regarder les dessins où on a changé les flèches. Et quant au croisement, lorsqu'on change l'orientation, eh bien on va les rencontrer dans l'ordre inverse, tout simplement. Le deuxième choix, c'est le choix du point d'origine. Celui-là, il va introduire une potentielle permutation cyclique dans les symboles du codage, mais c'est tout. Et enfin, le troisième choix, c'est le choix de la numérotation des croisements. Et là aussi, ça va induire une potentielle permutation des nombres qui apparaissent dans le codage. Mais le plus important dans cette histoire, c'est qu'il n'y a qu'un nombre fini de manière de coder le diagramme de nœud que j'ai dessiné. Et en plus, à partir du codage qu'on a écrit ensemble, eh bien il est très facile, pour un ordinateur, d'obtenir tous les codages possibles pour ce diagramme. Réciproquement, en guise d'exercice, je te propose de récupérer le diagramme de nœud qui correspond au code que voici. Je vois que le code commence par 1 plus moins. On est donc sur le brin du dessus d'un croisement négatif. Je parcours ensuite la corde sur le brin du dessus. Je l'ai assuré parce que tout à l'heure on va tirer dessus, mais on verra ça plus tard. Et je vais tomber sur le croisement numéro 2. Comme je vois 2 plus plus, je suis sur le brin du dessus d'un croisement qui est positif. En continuant, je vois 2 moins plus, je reviens donc vers ce même croisement, dont j'emprunte cette fois le brin du dessous. Et puis je reviens vers le croisement numéro 1, par le brin du dessous, puisque c'est 1 moins moins, et cela jusqu'à l'origine. Comme tu le vois, dans ce code, il y a des informations qui sont redondantes. Par exemple, on a dit 2 fois que les croisements 1 et 2 étaient négatifs. Mais peu importe, parce qu'en réalité, c'est un code à partir duquel il est très simple de reconstituer un diagramme de nœud. Et donc peu importe si plusieurs informations sont répétées, c'est pas très grave. La question qu'on va se poser maintenant qu'on a le nœud, c'est comment l'ordinateur peut-il manipuler ce nœud? Comment peut-il le transformer, le déformer? Eh bien, en réalité, en nous appuyant sur le théorème qu'on vient d'énoncer dans la partie précédente, il va suffire d'apprendre à l'ordinateur de manipuler les codes de manière à ce qu'ils correspondent au mouvement de Reidemeister. Par exemple, si je regarde cette petite boucle, ici, eh bien je peux l'éliminer grâce au mouvement oméga 1, ce qui va faire disparaître le croisement numéro 2, de manière à me ramener à ce diagramme, que je peux coder comme ceci. Et du point de vue du code, eh bien ce mouvement, oméga 1, il est limpide. Si on voit une séquence du type 2 plus quelque chose et encore 2 moins quelque chose, eh bien on peut l'enlever, parce que ça correspond, sur n'importe quel diagramme qui est représenté par ce code, à enlever une petite boucle. C'est tout. De la même manière, on observe exactement le même phénomène ici, ce qui va nous permettre, grâce au mouvement oméga 1, à nouveau, de faire disparaître le croisement numéro 1, pour obtenir finalement le nœud trivial, qu'on pourrait coder, par exemple, par une chaîne de caractères vides, ou encore une matrice qui ne contient aucun coefficient. Une question intéressante, et à laquelle je vais répondre pour introduire ce qui va suivre, c'est celle de l'utilisation du mouvement oméga 2 directement. L'idée qui se cache derrière cette question de l'enfant, c'est celle qui consiste à saisir la corde par la partie hachurée et de soulever le nœud. Imagine que tu tires vers le haut et que le nœud se soulève. Eh bien, si tu arrives à imaginer physiquement ce qui va se passer, c'est qu'avec la gravité, tu vas te retrouver immédiatement avec le nœud trivial dans la main, dans sa forme la plus élémentaire, c'est-à-dire sa forme qui ressemble à un cercle. Mais en réalité, même si c'est tout à fait vrai que c'est bien ça qui va se passer, on ne tombe pas directement sur ce dessin. Si tu fais le dessin et que tu procèdes juste à tirer la portion de corde qui est hachurée, eh bien il va nous rester encore 2 petites boucles, ici et là. Et donc bien entendu, on pourrait les retirer, ces boucles, en utilisant à nouveau le mouvement oméga 2,
mais ce ne serait pas plus court, puisqu'on aurait utilisé au total 3 mouvements. Et donc cette idée, qui fonctionne très bien physiquement, elle ne nous permet pas d'économiser des mouvements élémentaires. Et donc, dans le cadre de notre problématique, eh bien ça introduit cette idée-là. On sait que deux nœuds isotopes, ils sont séparés par un nombre fini de mouvements de Reidemeister. Mais la question, c'est lesquels doit-on choisir ? Parce qu'on sait qu'ils existent. Si les nœuds sont isotopes, ces mouvements existent. Comment les choisir ? Comment éviter de tourner en rond avec nos mouvements ? Eh bien la première réponse à cette question, c'est une sorte de non-réponse, qu'on peut se permettre grâce à l'ordinateur. Si on ne sait pas choisir les mouvements, eh bien on réalise des mouvements au hasard. Dans l'incertitude, on y va au pif. Dans ce premier algorithme, eh bien pour savoir si deux diagrammes correspondent à un même nœud, on va réaliser des mouvements de Reidemeister aléatoires sur le premier nœud, tant qu'on n'a pas obtenu le deuxième. Naturellement, avec la puissance de l'ordinateur, ça peut tout à fait fonctionner. Mais puisque les mots « tant que » ont été prononcés, eh bien on pourrait aussi rencontrer une boucle infinie. Et d'ailleurs, on va même rencontrer une boucle infinie à tous les coups, dès que les diagrammes ne correspondent pas à des nœuds isotopes. Pour éviter ce désagrément, pour remédier à cette boucle infinie, eh bien je vais te proposer un deuxième algorithme, dont l'idée principale est de faire décroître le nombre de croisements. Parce que dans ce deuxième algorithme, on va se placer dans un cadre qui est un peu plus simple, qui est la détection du nœud trivial, pour ce qu'on appelle un algorithme de dénouage. Plutôt que de réaliser des mouvements de Reidemeister au hasard, eh bien il serait raisonnable de nous limiter à ceux qui éliminent des croisements. De cette manière, la longueur du code va diminuer strictement tout au long de l'algorithme. Et donc ça nous permettrait d'éviter la boucle infinie, puisque de toute manière, le programme va se terminer au moment où il ne sera plus possible de retirer les croisements par des mouvements élémentaires. L'inconvénient majeur de ce programme, aussi belle puisse être l'idée, eh bien c'est qu'il ne fonctionne pas dans tous les cas. Parce que de temps en temps, il est nécessaire de complexifier un diagramme en ajoutant des croisements pour dénouer un nœud. Et voici justement un exemple d'un diagramme qui représente le nœud trivial et sur lequel notre deuxième algorithme, qui exploite cette idée de faire diminuer le nombre de croisements, eh bien il ne fonctionne pas. Enfin, le troisième et le dernier algorithme, pour terminer cette partie, c'est un algorithme que je trouve assez drôle et que j'ai découvert en préparant cette émission. Naturellement, comme tu vas le voir, je vais l'appeler le passage en force. Ce qui a été considéré, dans l'article de recherche dont je donnerai la référence dans quelques instants, c'est n la somme du nombre de croisements présents sur deux diagrammes dont on se demande s'ils représentent le même nœud. Et le résultat principal qui est dans cet article, c'est que si ces diagrammes représentent un même nœud, alors on peut obtenir un diagramme à partir de l'autre au moyen d'un certain nombre de mouvements de Reidemeister. Ce nombre-là, il n'est pas donné, il est majoré. Et c'est là qu'on rentre en contact avec le sublime. On nous dit qu'il suffit d'un nombre mu de n, puisque ça dépend naturellement du nombre de croisements, égal à 2, puissance 2, puissance 2, puissance 2, et ainsi de suite, puissance n. Alors tu dis, oula, ça a l'air grand comme nombre. Eh bien attends un peu. Le nombre de 2 là dans cette tour, c'est 10 puissance 1 million fois n. Emballé, c'est pesé. Donc la borne fournie n'est pas d'une très grande finesse, c'est même absolument ahurissant, mais toujours est-il qu'elle donne naissance à un algorithme très simple qui permet de répondre complètement à notre problématique pour deux nœuds donnés, dès lors qu'on dispose d'un ordinateur assez puissant. Ce qu'on fait, c'est qu'en partant d'un des diagrammes, eh bien on va calculer tous les diagrammes qu'on peut obtenir à partir du premier en O plus mu de n mouvements de Reidemeister. Et le théorème qui a été démontré dans l'article, eh bien il nous explique que le deuxième diagramme représente le même nœud que le premier, si et seulement si il a été rencontré parmi tous ces diagrammes qui ont été calculés. Alors évidemment, il y a Marcel qui n'a jamais tellement aimé l'informatique, qui en profite pour lancer un petit tacle à la gorge comme ça dans le feutré, mais honnêtement, c'est plutôt difficile de ne pas être d'accord avec lui. Parce que, si tu te souviens de la première partie de l'exposé, on s'était demandé si un nœud de trèfle, c'était la même chose qu'un nœud de 8. Et le nombre total de ces croisements qu'il y a sur ces deux diagrammes, eh bien c'est 7. Sauf que pour n égale 7, mu de n, c'est une quantité qui me dépasse complètement. Alors j'aurais pu terminer cette émission ici, en me disant, bon, l'ordinateur fournit une solution,
Donc utilise ton ordinateur et voilà, on a la réponse. Mais ce serait d'une tristesse absolue. Et l'enfant, il serait dégoûté, parce qu'il sent bien que le problème, il n'a pas l'air redoutable. Il se dit qu'il aimerait bien pouvoir faire des calculs à la main, avec des dessins. Ce sont des nœuds qui sont relativement simples. Il ne devrait pas y avoir besoin de faire des calculs qui dépassent complètement l'entendement. Et c'est justement ce qui va nous mener au début du deuxième développement de cette émission, dans lequel je vais te parler de crochet de Kaufmann. Cet objet-là, il fait son apparition dans les années 1980. Pour orienter ce développement, je vais commencer par énoncer une définition. Un invariant de nœud, c'est une fonction qui, à chaque diagramme qui représente un nœud donné, associe une même quantité. Ce qui est vraiment important, là-dedans, c'est de bien comprendre la structure logique qui se cache derrière cette définition. Si les diagrammes représentent le même nœud, alors la quantité associée est la même. Par exemple, dans cette émission, nous avons déjà rencontré ces 3 diagrammes, dont nous avons expliqué qu'ils représentaient tous le nœud trivial. Eh bien, un invariant de nœud, il devrait obligatoirement associer une même quantité à ces 3 diagrammes, ainsi qu'à tous les autres diagrammes qui représentent le nœud trivial, d'ailleurs. Et donc, en pratique, ce qui sert, c'est surtout la contraposée de cette implication logique, parce qu'elle permet de distinguer les nœuds. Autrement dit, si les quantités calculées sont différentes, alors les diagrammes ne représentent pas le même nœud. Et j'ajoute d'ailleurs à cette définition une petite remarque. Si on disposait d'une équivalence logique, à la place de cette implication, eh bien on parlerait d'invariant complet, parce que cet objet permettrait de reconnaître les nœuds tout aussi bien que de les distinguer. Un invariant complet, je n'ai pas pour projet d'en construire un, et j'y reviendrai dans la conclusion de cette émission, mais un invariant de nœud, justement, c'est le but de ce deuxième développement que d'en construire un. Pour cela, on va s'appuyer sur une idée fondamentale qui nous vient des travaux de Reidemeister. Pour produire un invariant de nœud, il suffit que la quantité produite soit invariante par chacun des mouvements de Reidemeister. Et c'est vraiment une idée qui est très importante. Parce que plutôt que de partir sur une invariance par isotopie ambiante dans l'espace et de se retrouver sur orbite, on ne sait pas comment, Reidemeister, il dit « Si ton invariant, il résiste à mes 3 mouvements, alors c'est bon, c'est plié, c'est bel et bien un invariant. » Pour construire un tel objet, Kaufmann a eu une idée. Et je vais te la présenter sur un exemple, dans un premier temps, sur l'exemple d'un nœud de trèfle. Un constat simple, c'est que quand on a affaire à un croisement, eh bien, il y a un brin qui est au-dessus et un brin qui est en dessous. Jusque-là, tout va bien. J'ai représenté 2 configurations possibles pour le côté pratique, mais en réalité, ce sont les mêmes. Il suffit de tourner la tête d'un quart de tour. Et justement, ces dessins, ils permettent de déterminer 4 zones. Lorsqu'on parcourt les brins du dessus, qu'on franchit le croisement et qu'on tourne la tête vers la gauche, on regarde des zones qu'on va appeler A. Et les autres zones seront appelées zone B, naturellement. À présent, on va se reconcentrer sur notre nœud de trèfle. Quand je regarde ce croisement, je peux me dire qu'avec un petit coup de ciseau et un peu de colle, je pourrais éliminer le croisement, comme ceci. Mais en donnant le même coup de ciseau au même endroit, j'aurais aussi pu choisir de recoller les brins d'une autre manière, comme ceci. Et là aussi, j'aurais éliminé un croisement. Et pour tenir compte de ces 2 manières de dénouer, pour me souvenir que tel brin a été recollé avec tel brin, eh bien je peux utiliser un petit bâton. Par exemple, sur cette première manière de faire, je peux imaginer qu'après le coup de ciseau, je recolle les brins le long du bâton qui s'étend entre les 2 zones B. De l'autre côté, c'est exactement la même chose, sauf que je recolle les brins selon le bâton qu'on a placé entre les 2 zones A. Et je peux continuer à réaliser la même opération, par exemple en regardant ce croisement, que je dénoue selon le bâton B, ou alors que je dénoue selon le bâton A. Et enfin, je peux éliminer le dernier croisement qu'il reste sur chacun des diagrammes, là aussi, selon qu'on ait affaire à un spin de type B ou à un spin de type A. Ce qu'on obtient, comme cela, c'est ce qu'on appelle un arbre binaire à 2 puissance n branches, où n, c'est le nombre de croisements qu'il y a sur le diagramme du début. En l'occurrence, sur notre exemple, on obtient comme cela 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 branches, au bout desquelles se retrouve un certain nombre de nœuds triviaux. S'il n'y a qu'un nœud, on parle de nœud trivial, et s'il y en a plusieurs, on parle d'entrelacs.
Voilà la manipulation principale sur laquelle va s'appuyer Kauffman. En réalité, c'est une approche qu'on pourrait qualifier de orthogonale à celle de Reidemeister. Parce que Reidemeister, ce qu'il fait, c'est qu'il a cherché à décrire les plus petits mouvements qui permettaient de transformer le diagramme tout en gardant le nœud intact. Et Kauffman, au contraire, il s'est appuyé sur de tout petits mouvements là aussi, qu'on appelle chirurgie, mais qui transforment le nœud. Parce qu'à la fin, comme tu le vois, on n'a plus du tout un nœud de trèfle, on a juste des collections de nœuds triviaux. Mais pourtant, c'est bel et bien à partir d'arbres comme celui-là que le crochet de Kauffman va être construit. Ce qu'on vient de voir sur l'exemple, c'est que muni d'un diagramme qui comporte n croisements, on dispose de 2 puissance n manières de le dénouer. Cela au moyen d'opérations chirurgicales qu'on appelle lissage, dès lors qu'on a ordonné ces croisements. En réalité, c'est pas nécessaire d'ordonner les croisements, mais c'est ce qu'on a fait sur l'exemple, donc pour l'instant, je l'écris. Et chacune de ces 2 puissance n manipulations aboutit sur un entrelac constitué d'un certain nombre de copies du nœud trivial. Et pourquoi du nœud trivial ? Eh bien, c'est parce que grâce à cette opération de lissage, on a éliminé tous les croisements. Et justement, on aurait pu tous les éliminer d'un coup, en réalité. Un peu plus haut, sur une des branches de l'arbre, on s'était retrouvé, par exemple, à recoller 3 croisements selon ces 3 bâtons. Et on avait récupéré cet entrelac. Et donc, bien au-delà de l'ordre, dont on se rend compte qu'il n'importe pas, finalement, Kauffman va prendre en compte 3 informations. La première, alpha, c'est le nombre de bâtons qu'on a mis entre 2 zones A. La deuxième, bêta, c'est le nombre de bâtons qu'on a placés entre 2 zones B. Et la troisième, gamma, c'est le nombre de copies du nœud trivial qu'on a récupéré en bout de chaîne. À ce stade, on est extrêmement proche de la production de ce qu'on appelle le crochet de Kauffman. Ce qu'on va dire, c'est que le choix de ces 3 bâtons, qu'on appelle spin de Kauffman, détermine un état de ce nœud, à partir duquel le lissage du nœud est complètement déterminé. Et à présent, Marcel dit comme ça là, qu'il serait raisonnable de construire un invariant de nœud de ce type-là. On ferait la somme sur tous les états possibles du nœud, d'une indéterminée à la puissance nombre de spins de type A, d'une autre indéterminée à la puissance le nombre de spins de type B, et d'une troisième indéterminée à la puissance le nombre de copies du nœud trivial après lissage. Ce serait donc un polynôme à 3 variables, A, B et C, qui aurait la capacité d'absorber énormément d'informations sur le diagramme de nœud étudié. Et on aurait en plus un peu de liberté, puisqu'avec 3 indéterminés en phase de recherche, eh bien on pourrait peut-être en fixer 1 ou 2 en cours de route, de manière à nous arranger en cas de besoin. Eh bien, un tel objet a bel et bien été produit. C'est le crochet de Kauffman dans son article qu'il a écrit en 1986. On va considérer K, un diagramme de nœud, ainsi que S de K, l'ensemble de tous ces états, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les manières dont on peut placer les petits bâtons à chaque croisement. Ce qu'on appelle crochet de Kauffman de K, et qu'on note comme ceci, c'est la somme sur tous les états de A à la puissance alpha de S moins bêta de S, que multiplie moins A carré moins l'inverse de A carré, à la puissance gamma de S moins 1. Où alpha de S, ça désigne le nombre de spins de type A, comme un peu plus haut, le nombre de bâtons qu'on a placés comme ceci. Bêta de S, ça désigne le nombre de spins de type B, avec la même explication. Et gamma de S, ça désigne le nombre de courbes fermées obtenues après le lissage. Comme tu le vois, seule une indéterminée a survécu à l'analyse de Kauffman. C'est l'indéterminée petit a. Et cette indéterminée, on voit dans le premier terme où elle apparaît, qu'elle peut être affublée d'un exposant négatif. Et donc ce qu'on note crochet de Kauffman de K, ce n'est pas un polynôme en A, mais c'est ce qu'on appelle un polynôme de Laurent en A. On autorise les exposants de l'indéterminé à devenir négatifs. Alors une question très saine, très rassurante à ce stade, c'est celle qui consiste à se demander comment diable un mathématicien a-t-il pu penser à ça ? Parce que si je m'efforce de présenter les concepts de cet exposé de manière élémentaire, eh bien tu te doutes que derrière certains d'entre eux se cachent des idées bien plus profondes. Et en l'occurrence, cette idée de crochet de Kauffman, eh bien elle est inspirée des modèles statistiques et de la physique quantique. À ce propos,
je me permets de porter à ton attention une émission qui a été conçue avec Antoine Bourget, qui est chercheur en physique théorique, justement. Dans cette émission, on parle, ou plus précisément, il parle, de la théorie des nœuds et de ses applications en physique. Tu retrouveras tous les détails à ce sujet dans la description. Pour revenir à cette émission, eh bien je dirais qu'après une définition de cette ampleur-là, il serait bon de nous rassurer en traitant un exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer le crochet de Kauffmann d'un entrelac qu'on appelle entrelac de Hopf. Ce sont deux cercles enlacés, tout simplement. Et donc cette définition, que j'ai présentée par un diagramme de nœud, eh bien elle fonctionne tout aussi bien pour un diagramme d'entrelac. Tout fonctionne vraiment de la même manière. Ainsi, puisque le diagramme d'entrelac que j'ai dessiné fait apparaître deux croisements, eh bien on dispose de 2 puissance 2, c'est-à-dire de 4 états, que voici. Et après le lissage approprié, je te passe les détails de ces lissages-là, eh bien selon les différents types de spin, on peut récolter toutes les informations qui vont bien. Et le crochet de Kauffmann de l'entrelac de Hopf, eh bien il fait apparaître 4 termes, un pour chaque état, termes qui vont se simplifier et nous donner finalement ce résultat-là. Quand il y a peu de croisements, calculer le crochet de Kauffmann d'un entrelac, c'est aussi simple que ça. En réalité, ce calcul brutal, qui consiste à écrire d'un seul coup tous les états, ce n'est pas la seule manière de procéder. Le crochet de Kauffmann possède plusieurs propriétés qui sont assez pratiques pour réaliser des calculs. La première propriété, qui est la propriété principale, elle permet d'exprimer le crochet de Kauffmann d'un entrelac, dont je ne représente ici qu'un seul croisement, en fonction du crochet de Kauffmann de deux autres entrelacs qui sont obtenus du premier entrelac en lissant le croisement de deux manières différentes. Devant le terme qui est multiplié par l'inverse de A, eh bien on retrouve l'entrelac qui a été obtenu par lissage selon un spin de type B. Et devant le A, on retrouve l'entrelac qui provient d'un lissage selon un spin de type A. La deuxième propriété, elle permet de dire que si on se retrouve, en cours de calcul, face à un entrelac avec un nœud trivial qui se balade tout seul, eh bien, ce nœud trivial, on peut l'éliminer du crochet en faisant apparaître un facteur multiplicatif. Et enfin, la dernière propriété, qui va être utile pour le calcul, et notamment pour la fin des calculs, c'est que le crochet de Kauffmann du nœud trivial, ça vaut 1. Pour voir comment ça fonctionne en pratique, je te propose un exemple. On va se fixer pour objectif de calculer le crochet de Kauffmann de ce nœud. Ce qu'on va regarder, par exemple, c'est ce croisement. Eh bien, en utilisant la première propriété, on va dire que le crochet de Kauffmann de ce nœud, ça vaut l'inverse de A, que multiplie le crochet de Kauffmann de ce même nœud, où j'ai lissé le croisement selon un spin de type B, plus A, que multiplie le crochet de Kauffmann du nœud, que j'obtiens par un lissage selon un spin de type A. Et à nouveau, je peux regarder ces croisements-là et procéder exactement de la même manière en utilisant la première propriété. Pour le premier nœud, comme ça, en tenant compte du facteur A-1 qui est déjà présent devant le premier crochet, et pour le deuxième nœud, on peut le lisser de deux manières, ce qui là aussi fait apparaître deux termes que j'ai multipliés par A. En réalité, si tu te rappelles les calculs que tu réalisais au lycée avec des arbres de probabilité, eh bien tout fonctionne à peu près de la même manière. Et avec de l'expérience, tu aurais sans doute pu écrire directement la deuxième ligne. On se retrouve à faire une somme de produits des termes qui apparaissent sur les branches de l'arbre, cela exactement comme en probabilité, et au bout des branches, on ne dispose pas d'événements dont on souhaite considérer les probabilités, mais on dispose d'entrelacs dont on souhaite considérer les crochets de Kauffmann. Et à partir de là, comme en probabilité, eh bien il n'y a plus qu'à terminer le calcul. En l'occurrence, comme on retrouve des nœuds triviaux un peu partout, eh bien on peut utiliser les deux dernières propriétés du crochet de Kauffmann qu'on a énoncées un peu plus haut, avec ces fameux termes en a carré moins 1 sur a au carré. Et en développant, on s'aperçoit que bon nombre de termes se simplifient et qu'il n'en reste plus qu'un, a puissance moins 6. Voilà une deuxième manière de calculer un crochet de Kauffmann sans écrire directement tous ses états. L'intérêt de procéder comme ça, avec un arbre, c'est de pouvoir nous appuyer sur des calculs qui ont déjà été réalisés. Et je vais te montrer ça sur un dernier exemple de crochet de Kauffmann qui est très court, dans lequel on va calculer le crochet de Kauffmann du nœud de trèfle. Si on regarde ce croisement, en utilisant la première propriété, on va obtenir que le crochet de Kauffmann du nœud de trèfle, c'est A-1 que multiplie le crochet de Kauffmann du nœud issu du lissage de type B, plus A,
que multiplie le crochet de Kaufmann du nœud issu du lissage de type A. Et en fait, les deux crochets qui apparaissent, eh bien on les a déjà calculés. Le mastermind avait tout prévu. Le premier crochet, c'est celui qu'on a calculé dans l'exemple juste au-dessus, et il vaut A puissance moins 6. Et le deuxième, c'est celui de l'entrelac de Hopf, qu'on avait aussi calculé au tout début. Et en développant cette expression, on récupère le crochet de Kaufmann du nœud de trèfle. Alors, de mon côté, et Marcel est d'accord aussi, je pense qu'on peut se congratuler. Parce que c'est un succès retentissant. Mais après tous ces calculs, il serait assez agréable de savoir exactement à quoi ça sert. C'est le début de la dernière partie de cette émission. C'est la suite du deuxième développement, et c'est la fin de l'histoire. Rappelle-toi ce que racontait Marcel. Il serait raisonnable de démontrer que le crochet de Kaufmann est un invariant de nœud. Et pour ça, rappelle-toi aussi, il y a l'ami Reidemeister qui nous disait « Si tu résistes à 3 de mes mouvements, tu auras gagné ». Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc examiner le comportement du crochet de Kaufmann selon les 3 mouvements de Reidemeister, à commencer par oméga 2, ce mouvement qui consiste à faire passer un brin par-dessus un autre. Si on considère un diagramme sur lequel apparaît un tel motif, quelque part, et je ne vais représenter que cette zone-là par commodité, eh bien dans cette zone, on peut observer 2 croisements. Et donc, on va pouvoir utiliser 2 fois de suite la première propriété du crochet de Kaufmann. Dans un premier temps, je vais dire que ce crochet, il vaut l'inverse de A, que multiplie le crochet du même diagramme sur lequel j'ai réalisé un lissage de type B sur le croisement du haut, plus A, que multiplie le crochet de Kaufmann du diagramme d'origine sur lequel j'ai réalisé un lissage de type A, là aussi sur le croisement du haut. Et puisqu'il reste encore un croisement sur chaque dessin, on peut appliquer la même recette, la première propriété, ce qui va faire apparaître 2 nouveaux termes pour chaque crochet, et on trouve ça. Sur les 4 crochets qui apparaissent, le premier et le quatrième sont identiques, et c'est celui-là. Et donc si je récupère les termes qu'il y a devant, eh bien ça me donne ceci. Et si je regarde le troisième crochet, eh bien là aussi c'est le même, sauf qu'il y a une petite composante triviale à l'intérieur. Et cette composante, on va la retirer grâce à la deuxième propriété, ce qui nous donne cela. Et enfin, sur la ligne du dessus, eh bien seul le deuxième crochet est vraiment différent des autres. Et il est multiplié par l'inverse de A fois A, c'est-à-dire par 1. Et là, c'est absolument formidable, parce que si je regarde l'expression qu'il y a dans le crochet tout court, cette fois pas le crochet de Kaufmann, eh bien je m'aperçois que les termes s'annulent, et qu'il ne me reste donc plus que ce crochet de Kaufmann. Et c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que le crochet de Kaufmann, il vient de résister au mouvement oméga 2. Et Marcel nous dit, pour nous rassurer cette fois, que c'est ce calcul qui rend raisonnable cet étrange terme en moins a carré moins l'inverse de a au carré à la puissance gamma de s moins 1 qui apparaît dans la définition du crochet de Kaufmann. Comme on le disait un peu plus tôt, Kaufmann il a fait du sur-mesure. C'est fait exprès pour que le terme du crochet s'annule. Quant au mouvement oméga 3, eh bien à partir de ce qu'on vient de faire, c'est encore plus facile. Il s'agissait de pouvoir faire passer un brin au-dessus d'un croisement. Et c'est tellement facile qu'on va calculer les deux en même temps, grâce à la première propriété. Ce qu'on va dire, c'est qu'en lissant le croisement qu'il y a au milieu, des 2 brins qui sont en dessous, eh bien ces crochets ils valent A-1 fois le crochet de Kaufmann du diagramme issu du premier par un lissage de type B, plus A que multiplie l'autre crochet de Kaufmann avec un lissage de type A. Ce qu'on voit, c'est que les dessins en rouge sont identiques, ou plus précisément, sont isotopes dans le plan. Et voici un dessin qui les représente tous les deux. Pour faire référence à la première partie de cet exposé, si je pars de ce diagramme et que je lui applique cette isotopie plane, je retombe bien sur ce dessin. Et quant au crochet de Kaufmann des diagrammes qui sont dessinés en vert, eh bien ils sont tous deux égaux au crochet de Kaufmann de celui-là. Parce qu'en effet, les diagrammes en vert, ils s'obtiennent l'un de l'autre en faisant passer un brin au-dessus d'un autre. Et ça, c'est le mouvement oméga 2, dont on vient de montrer qu'il ne change pas le crochet de Kaufmann. Plus qu'un mouvement, oméga 1, ça correspond à l'apparition ou à la disparition d'une petite boucle. Puisque le diagramme ne fait apparaître qu'un croisement dans cette zone, on va à nouveau pouvoir s'appuyer sur la première propriété du crochet de Kaufmann, pour obtenir ceci. Puis, sur le diagramme, on voit qu'un nœud trivial s'est détaché,
il va être liquidé par la deuxième propriété du crochet de Kaufmann, avec ce fameux terme en moins a carré moins l'inverse de a au carré. Certains termes se simplifient, et il ne reste plus qu'un seul terme, celui-ci. Et là, c'est le drame. Parce qu'on aurait voulu trouver 1 ici. Et même si on refait le calcul 50 fois, on ne trouvera pas 1. Il y a un facteur en moins a puissance moins 3. C'est-à-dire que le crochet de Kaufmann, il n'est pas invariant par le premier mouvement de Reidemeister. Et en réalité, on aurait déjà pu s'en apercevoir dans un exemple précédent dans lequel j'avais calculé le crochet de Kaufmann de ce diagramme-là, qui représente le nœud trivial, pour un résultat qui valait a puissance moins 6, là on se serait peut-être attendu à trouver 1. Et ça colle parfaitement en plus avec ce qui vient d'être fait à gauche, vu que sur le dessin qu'on avait représenté, il y a 2 petites boucles. Et donc ça fait apparaître 2 facteurs en moins a puissance moins 3, c'est-à-dire moins a puissance moins 3 au carré, égale a puissance moins 6. Alors plutôt que de tout effacer, comme l'auraient fait certains de mes étudiants en de telles circonstances, eh bien nous pouvons déjà observer cet échec sous un autre angle. Ce qu'on peut dire, c'est que le crochet de Kaufmann, à défaut d'être un invariant de nœud, il détecte l'entortillement. Il est capable de distinguer, en particulier, une corde qui est entortillée avec une corde qui n'est pas entortillée. Le crochet de Kaufmann de ces 2 diagrammes ne sont pas identiques. Et ça, en réalité, ça peut tout à fait avoir du sens. Et je vais même te donner 3 bonnes raisons pour lesquelles ça peut avoir du sens. Pour la première raison, je t'invite à imaginer que la petite boucle, elle est faite non pas d'une corde qui est infiniment fine, mais plutôt d'une petite bande épaissie, comme ça. Eh bien, si tu imagines que tu saisis les 2 extrémités de la boucle et que tu tires dessus pour la faire disparaître, eh bien, tu ne vas pas obtenir une bande parfaitement plate. Plutôt, tu vas obtenir une bande qui est entortillée. Alors certes, aux yeux du cadre analytique, c'est-à-dire des nœuds qui sont envisagés comme des images de fonctions continues et injectives de S1 dans R3, il n'y a aucune différence. Mais dans le cadre de cette expérience sensorielle, de tirer sur les extrémités d'une bande légèrement épaissie, eh bien on comprend tout à fait qu'il peut être agréable de remarquer une différence. La deuxième raison, et je t'en ai parlé déjà un peu plus tôt dans l'émission, c'est que plusieurs concepts que je présente dans cette émission sont reliés à la physique quantique. Et c'est le cas ici aussi, avec cette notion d'entortillement, qu'on peut relier en fait à une particule qui ne bouge pas, mais qui fait un tour complet sur elle-même. Et la troisième raison, et c'est même celle qui va nous mettre sur la voie du polynôme de Jones, c'est celle du jardinier. Parce que quand il arrose ses plantes, avec un tuyau d'arrosage, eh bien il souhaite, bien entendu, éviter que son tuyau soit noué, ça on comprend, mais il souhaite aussi éviter que son tuyau soit entortillé. Parce que ça pourrait pincer le tuyau et réduire le débit d'eau, en plus de l'abîmer. Et c'est de là que va venir la solution pour produire un invariant de nœud. C'est la réponse à la question « Que fait le jardinier lorsque son tuyau est entortillé ?» Tu peux y réfléchir, la réponse est très simple et j'y reviendrai dans quelques instants. En attendant, ce qu'on va définir, c'est cette notion d'entortillement. Parce que j'en parle, mais le concept mathématique n'a pas encore été introduit, et j'en aurai besoin. L'entortillement d'un nœud orienté K, et plus précisément d'un diagramme de nœud orienté, c'est l'entier qu'on note W de K, qui est obtenu comme différence entre le nombre de croisements positifs et négatifs, où ceci, c'est ce qu'on appelle un croisement positif, et cela, un croisement négatif. Cette notion d'entortillement, elle intervient à point nommé pour gérer le mouvement de Reidemeister oméga 1. Mais qu'en est-il des 2 autres mouvements ? Oméga 2, le passage d'un brin au-dessus d'un autre, et oméga 3, le passage d'un brin au-dessus d'un croisement. Eh bien, en réalité, on peut constater assez aisément que tout comme le crochet de Kaufmann, l'entortillement, il est invariant par ces 2 mouvements, oméga 2 et oméga 3. Et cela, quelles que soient les orientations choisies. J'ai mis des flèches comme ça sur les brins à gauche, mais tu peux choisir toutes les flèches que tu veux, tant que c'est cohérent à gauche et à droite, tu vas toujours trouver la même différence entre le nombre de croisements positifs et négatifs de chaque côté de oméga 2 et oméga 3. Par contre, l'entortillement, il n'est absolument pas invariant par oméga 1. Et j'ai envie de dire encore heureux, parce que c'est justement pour ça qu'on l'a fait intervenir. Et ça nous ramène justement à notre jardinier, et à la réponse à cette question, que fait-il lorsque son tuyau est entortillé ? Et la réponse, eh bien, c'est qu'il le désentortille.
c'est-à-dire qu'il entortille son tuyau dans le sens inverse. Muni de cette idée, on est au plus proche du dénouement de cet exposé avec la définition du polynôme de Jones. On va considérer K, un diagramme de nœud orienté, ainsi que le même diagramme qu'on a obtenu en effaçant son orientation. Eh bien, le polynôme de Jones associé à ce diagramme, on va le définir comme V tilde de K, qui vaut moins A à la puissance moins 3 fois l'entortillement, que multiplie le crochet de Kaufmann du diagramme non entortillé. Sur cette définition, il y a plusieurs choses très intéressantes à dire. La première, c'est que si tu as fait attention aux dates, c'est très surprenant. Parce que j'ai daté cette définition de 1984, et cette définition, elle s'appuie sur la notion de crochet de Kaufmann, qui est parue dans un article en 1986. Anachronisme. L'explication, c'est qu'en réalité, le polynôme de Jones, il a été découvert avant le crochet de Kaufmann par des moyens qui sont complètement différents. Parce que Jones, en particulier, il a eu recours au très joli théorème de Markov qui explique que tout nœud peut être obtenu comme clôture d'une tresse. Et donc cette définition que je donne là, eh bien d'un point de vue chronologique, il s'agirait plutôt de l'interpréter comme une propriété qui explique que le polynôme de Jones, qui a été défini en 1984, il peut être retrouvé au moyen du crochet de Kaufmann. Et d'ailleurs, c'est pas exactement le polynôme de Jones, il faudrait trafiquer un tout petit peu l'indéterminé petit a, et c'est pour ça que je l'ai appelé V tilde et non pas V, la notation usuelle du polynôme de Jones. Alors que peut-on attendre de ce polynôme ? Eh bien j'ai envie de te dire, on peut en attendre le meilleur. Et c'est d'ailleurs un théorème qui vient comme une récompense pour avoir suivi l'émission jusque-là. Si deux diagrammes représentent des nœuds orientés isotopes, alors ces diagrammes ont le même polynôme de Jones, et ça en fait un invariant de nœud. Et la démonstration, on peut même la faire de tête. L'entortillement et le crochet de Kaufmann, ils sont tous deux invariants par ω2 et ω3. Et donc le polynôme de Jones, qui fait intervenir les deux, il est aussi invariant par ω2 et ω3. Et quant au mouvement ω1, eh bien le terme en moins a à la puissance moins 3 fois l'entortillement, il permet de compenser exactement les termes qui apparaissent dans le crochet de Kaufmann à chaque fois qu'on rencontre une petite boucle. Et c'est ça l'idée du jardinier. C'est celle qui consiste à entortiller le tuyau dans le sens inverse. Parce que moins a à la puissance moins 3 fois l'entortillement, c'est précisément l'inverse du terme qui sort du crochet. Pour terminer cette émission, on va s'appuyer sur cet invariant qui est le polynôme de Jones pour réaliser notre petit défi, qui consistait à démontrer à la main, avec des dessins pour l'enfant, qu'un nœud de trèfle n'est pas un nœud de 8. Qu'en est-il, pour commencer, du polynôme de Jones du nœud de trèfle ? Eh bien, en réalité, ça va pas nous prendre très longtemps, parce que tout le travail a déjà été fait. Déjà, on avait obtenu que le crochet de Kaufmann du nœud de trèfle, ça valait a puissance moins 7 moins a puissance moins 3 moins a puissance 5. Et quant à l'entortillement de ce nœud, que j'ai orienté pour l'occasion, eh bien il vaut 3, parce qu'on y rencontre 3 croisements positifs. Une petite remarque de Marcel ici, c'est que le signe des croisements ne dépend pas de l'orientation d'un diagramme de nœud. En regardant le dessin qui définit les croisements positifs et négatifs la tête en bas, eh bien tu pourras t'apercevoir que la définition ne change pas lorsqu'on change le sens des flèches. Et donc, à partir de là, on n'a plus qu'à utiliser la définition qu'on a donnée du polynôme de Jones, pour dire que le polynôme de Jones du nœud de trèfle, peu importe son orientation, il vaut le produit du terme qui contient l'entortillement et du crochet de Kaufmann de ce nœud-là. En développant, on obtient ça. Qu'en est-il du crochet de Kaufmann du nœud de 8 à présent ? Je pourrais calculer son crochet de Kaufmann, puis son entortillement, mais ce que je vais te proposer, c'est autre chose qui permet en quelque sorte de calculer les deux d'un coup. Ces choses, ce sont des propriétés du polynôme de Jones qui vont sans doute te paraître très familières. La première, c'est une relation de ce type-là. Tu reconnais la silhouette de la première propriété du crochet de Kaufmann. Ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses, c'est 3 diagrammes. Il y a le diagramme du nœud orienté avec un croisement positif, le même diagramme où les brins de ce croisement ont été échangés, et le même diagramme où les brins de ce croisement ont été découpés, puis recollés dans le sens des flèches. Cette propriété, en fait, elle va nous permettre, comme le crochet de Kaufmann, de nous ramener à des nœuds complètement dénoués. Parce que couper et recoller, ça enlève un croisement, donc ça on comprend, c'est comme pour le crochet de Kaufmann. Et en échangeant les brins, eh bien une petite propriété qui nous dit qu'en faisant ça, on va finir par dénouer n'importe quel nœud, et n'importe quel entrelac, en fait.
La deuxième propriété du polynôme de Jones, eh bien c'est celle qui permet de gérer l'apparition d'une composante triviale dans un entrelac. Puisqu'il n'y a pas d'entortillement qui intervient, eh bien on retrouve le même facteur que dans le crochet de Kaufmann. Et enfin, la troisième propriété, et pour la même raison, le polynôme de Jones du nœud trivial vaut 1. Et la cerise sur le gâteau, eh bien c'est qu'on dispose aussi du théorème qui nous dit que le polynôme de Jones, c'est un invariant de nœud. Et ça, pour nous, qui réalisons des dessins, c'est très pratique. On va se servir de tout ça pour calculer le polynôme de Jones du nœud de 8 et répondre à notre petit défi. Voici un nœud de 8 que j'ai orienté, et regardons ce croisement-là. En utilisant la première propriété du polynôme de Jones, que j'ai un peu trafiqué en faisant passer certains termes de part et d'autre de l'égalité, j'obtiens que le polynôme de Jones du nœud de 8, c'est a puissance moins 8 fois le polynôme de Jones de ce nœud, plus a puissance moins 6 moins a puissance moins 2 fois le polynôme de Jones de cet entrelac. Cet entrelac, tu le reconnais sans doute, c'est l'entrelac de Hopf. On pourrait donc se servir de notre calcul précédent du crochet de Kaufmann. Cela dit, pour utiliser une nouvelle fois la première propriété du polynôme de Jones, que j'ai écrite dans l'autre sens, en réorganisant les termes à nouveau, j'obtiens que le polynôme de Jones de l'entrelac de Hopf, avec ces orientations-là, c'est a puissance 8 fois le polynôme de Jones de cet entrelac, plus a puissance 6 moins a carré fois le polynôme de Jones de ce nœud. Et là, en observant bien, c'est terminé. Parce qu'au bout des flèches, je reconnais tous les diagrammes. Et parce que le polynôme de Jones, c'est un invariant de nœud. Ce nœud-là, en utilisant mentalement le mouvement oméga 2, puis 2 fois oméga 1, on peut s'apercevoir que c'est le nœud trivial. Cet entrelac, en réalité, il est constitué de 2 nœuds triviaux séparés. Je peux en prendre un dans chaque main. Et le dernier nœud, à nouveau, c'est un nœud trivial. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à terminer le calcul. La contribution du premier nœud, c'est a puissance moins 8. Ensuite, sur la branche de droite, il y a un terme que je vais pouvoir mettre en facteur. L'entrelac constitué de 2 nœuds triviaux, il contribue à la hauteur de a puissance 8, que multiplie le facteur bien connu, moins a carré, moins a puissance moins 2. Et donc, en développant, l'un de ces termes va se simplifier avec la contribution du dernier nœud trivial. Dans le crochet, il ne nous reste donc plus que 2 termes. Et en développant tout ça, eh bien on tombe sur une très belle expression symétrique qui est le polynôme de Jones du nœud de 8. Et donc on peut conclure, le nœud de 8 et le nœud de trèfle n'ont pas le même polynôme de Jones. Et donc, ils ne sont pas isotopes. Cet invariant qui est le polynôme de Jones, il nous a permis de distinguer ces nœuds. Voilà une très jolie alternative au calcul algorithmique monstrueux que je t'avais présenté en 3e partie. En guise d'ouverture, je dirais que le polynôme de Jones est capable de distinguer bien d'autres nœuds que le nœud de trèfle et le nœud de 8. Il est capable de distinguer un grand nombre de nœuds et même un grand nombre d'entrelacs. Cela dit, le polynôme de Jones, ce n'est pas un invariant complet, au sens où il existe des nœuds qui ont le même polynôme de Jones et qui, pourtant, ne sont pas isotopes. Et à ce jour, au moment où je réalise cette émission, il n'existe pas d'invariant complet qui permettrait de classifier tous les nœuds. C'est encore un problème ouvert. Pour terminer, tu ne seras certainement pas surpris si je te dis que tout comme le crochet de Kaufmann, le polynôme de Jones intervient en physique. Et justement, Antoine nous parle de tout ça dans une émission où il embarque un Marcel absolument stupéfait dans son sidecar quantique, à la découverte de la théorie de Chern-Simons. Je t'invite bien entendu à aller y faire un tour, et le lien est dans la description. Si tu as apprécié cette émission, dis-le moi. Ça permettra à mon travail de se faire connaître, et ça me permettra de faire d'autres émissions comme celle-ci à l'avenir. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.